Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été relativement light en termes de statistiques. On a regardé un petit peu du côté de l'Europe et des États-Unis. Une semaine teintée de quelques interventions intéressantes quand même de membres de la Fed qui ont parlé après l'intervention plutôt accommodante de Jérôme Powell il y a quelques jours. Donc on va en reparler dans quelques instants. Et on va donc déjà commencer par un petit point sur la macro européenne. Donc la semaine au niveau européen aura surtout été marquée par la très forte révision à la baisse des prévisions de croissance pour l'Allemagne. Les différents instituts économiques avaient, il y a quelques mois, initialement anticipé une croissance de 1,3% pour l'Allemagne en 2024 et la révision a été extrêmement sévère. C'est désormais seulement 0,1% de croissance anticipé pour cette année, donc c'est une révision absolument majeure et donc ça signifie que si réellement ces prévisions sont bonnes, alors on a vu qu'elles ont été très fortement révisées, donc on peut aussi émettre un petit doute sur la fiabilité de ces nouvelles prévisions, mais si elles s'avéraient exactes, à 0,1% de croissance, ça veut dire qu'on passerait encore une année quasiment complète à flirter avec la récession du côté de l'Allemagne. Donc c'est quand même une révision assez majeure qui interpelle quand même finalement sur la dynamique de la zone euro. Alors ça, c'est pour l'aspect négatif. Pour l'aspect positif des choses, c'est que ces révisions de perspectives de croissance et puis les différentes données macro qu'on a eues sur l'ensemble de la zone euro ces derniers temps plaident clairement pour des baisses de taux à venir. Et donc, on a vu d'ailleurs certains speakers de la BCE s'exprimer récemment, certains membres de la BCE s'exprimer en expliquant qu'effectivement tous les regards convergeaient vers le mois de juin pour la première baisse de taux de la BCE. Donc, sauf surprise majeure, normalement, on aura bien effectivement une première baisse de taux à la fin du deuxième trimestre, donc au mois de juin, pour la BCE. Pour la Fed, c'est un petit peu différent quand même, pour l'instant en tout cas. On va en parler donc tout de suite. Donc je vous le disais, on a eu cette semaine deux speakers, donc deux membres de la Fed qui se sont exprimés sur des événements et qui ont donné leur point de vue sur la politique monétaire. On rappelle que donc il y a quelques jours, c'était la réunion de la Fed. Au cours de cette réunion, on a eu les nouvelles projections de la Fed, prévisions de croissance qui ont été donc rehaussées, des prévisions de taux de chômage pour fin 2024 qui ont été revus à la baisse, donc des choses plutôt sympathiques d'un point de vue de la dynamique économique, mais on se souvient aussi que dans ces projections, la Fed, les membres de la Fed avaient relevé leurs prévisions de niveau d'inflation à fin 2024. On était à 2,4% auparavant, on est désormais à 2,6%. Et donc, on avait c'était à peu près surpris que Jérôme Powell, finalement, garde un ton toujours assez accommodant lors de son intervention, lors de sa conférence de presse, post-projection. Et donc, on surveillait, comme on le fait à chaque fois, le discours d'autres membres de la Fed. On a eu le point de vue de Jérôme Powell, qui lui aussi valide en quelque sorte les projections des membres de la Fed, qui, en moyenne, estiment qu'on aura toujours 3 baisses de taux cette année, 3 à 4 baisses de taux. Deux speakers, je vous le disais, sont exprimés ces derniers jours et leurs déclarations ont été beaucoup moins accommodantes, c'est le mot qu'on puisse dire, par rapport aux propos de Jérôme Powell. On va commencer par Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta. Très connu des observateurs de la Fed, des traders aussi, des acteurs de marché, parce qu'il s'est pas mal exprimé ces derniers mois et qu'il n'a pas eu tort en fait depuis finalement le mois de décembre sur l'estimation des baisses de taux à venir. C'est le premier qui disait, alors que le marché, il y a encore 4 mois, estimait qu'on aurait 6 baisses de taux de la Fed cette année, c'est le premier qui, dès le mois de décembre, disait non, ces projections semblent totalement hors réalité. Il disait, moi j'anticipe des baisses de taux seulement au deuxième semestre et en gros, voilà, 2 baisses de taux. Et finalement, on avait vu le marché obligataire se normaliser un petit peu après ça. Le marché obligatoire qui était beaucoup détendu après Powell en décembre, suite aux propos de Bostic, qui à plusieurs reprises avait exprimé un point de vue très divergent avec Jérôme Powell, finalement, il avait eu l'oreille des marchés, du marché obligataire en tout cas, du marché des changes aussi, qui avait pas mal réagi. Et donc, c'est pour ça qu'il trouve il a une audience en fait, il est surveillé par les marchés. Donc, il s'exprimait et tenez-vous bien, non seulement il n'a pas renouvelé sa prévision de 2 baisses de taux, désormais il dit qu'il n'y aura, que lui en tout cas, pense qu'il ne doit y avoir à ce stade qu'une seule baisse de taux cette année. Et là aussi, il répète plus tard dans l'année, c'est-à-dire que pour lui, en gros, on écarte le mois de juin et il y aura une seule baisse de taux qui viendra plus tard. Donc c'est quand même des propos très très divergents de ceux de Jérôme Powell. Alors il ne représente pas
tout le board, hein, tous les membres de la Fed, c'est son avis à lui, mais comme il a eu un avis plutôt judicieux et une façon de voir les choses plutôt pertinente, qui s'est avérée vraie en fait, hein, sur le risque de résilience de l'inflation, c'est bien ce qu'on a vu, cette résilience de l'inflation depuis le mois de janvier, et c'est pour ça qu'on était étonné des propos de Powell à la dernière réunion, qui finalement a un petit peu balayé ces datas en expliquant que voilà, qui gardait confiance sur l'atterrissage de l'inflation, et en gros, de manière implicite, qui validait les premières baisses de taux à venir. Et donc certains membres, comme Bostic, qui pourtant ne s'est pas trompé ces derniers mois, eh bien lui est donc un peu diamétralement opposé en termes de point de vue à Jérôme Powell. Et puis un deuxième membre de la Fed, alors, qui n'est pas connu pour être une colombe non plus, mais qui est entre un centriste et un faucon, c'est-à-dire qui est pas non plus hyper agressif, mais qui est pas non plus une colombe. Il explique, donc c'est Christopher Waller de la Fed qui explique que là aussi les dernières données d'inflation montrent qu'il y a eu moins de progrès, que voilà, la Fed disposait de pas mal de temps et avait le temps de recevoir plusieurs données encore macroéconomiques pour prendre sa décision, qu'il y aurait peut-être moins de baisse de taux que ce qui était attendu. Vous voyez, des propos qui aussi repoussent un peu le sentiment. Donc voilà, ça je trouve que c'était assez intéressant parce que eh bien ça, c'est pas la même tonalité que Jérôme Powell. Et donc voilà, ça n'a pas fondamentalement fait réagir le marché obligataire. Par contre, on a vu que les taux cette semaine, si on prend le taux de référence qui est le 10 ans américain, il était relativement stable, un petit peu baissier même sur l'ensemble de la semaine. Si on prend les 4 jours, donc demain ce sera un jour, donc là j'enregistre le podcast, on est le 28 mars, donc jeudi, et il est 17h, on a vu donc sur les 4 jours de la semaine là, des taux voilà, plutôt tranquillement repasser sous les 4,2%, mais donc des mouvements très très anémiques, donc ça n'a pas provoqué en tout cas des mois particuliers, ces déclarations des membres de la Fed. Mais on note quand même voilà, ce point de vue-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Que la volatilité reste basse. Hein. Si on prend le VIX, donc un indice de volatilité aux États-Unis, toujours entre 12 et 13, donc c'est toujours très peu de volatilité. On a un gros rendez-vous donc un vendredi, donc demain, mais une grosse partie des marchés sera fermée demain, et donc c'est un peu embêtant parce que demain on aura les chiffres d'inflation PCE. Et l'inflation PCE, c'est quoi? C'est l'inflation la plus surveillée par la Fed. Et malheureusement, les chiffres seront publiés donc, demain, vendredi 29 mars, alors qu'une grosse partie des marchés sera fermée. Et là aussi, c'est pas top parce qu'on aura également donc l'inflation PCE sera communiquée à 13h30 et quelques heures après, un peu après 16h, il y a une intervention de Jérôme Powell également qui s'exprime depuis un événement. Je ne l'ai pas en tête, mais donc un peu après 16h demain, donc vendredi, eh bien nous aurons l'intervention de Jérôme Powell. Donc vous voyez, on se prépare quand même à des choses où les grosses parties des marchés sera fermée, mais pour autant ce sont des catalyseurs énormes potentiels qu'on aura donc demain et donc ils s'exprimeront peut-être plutôt à partir de la semaine prochaine, vu qu'une partie des marchés ne sera pas active. Donc voilà, sachez-le en tout cas, demain, gros rendez-vous vendredi pour l'inflation PCE, enfin pour la macro américaine et donc pour la Fed avec cette inflation PCE, et puis Jérôme Powell qui est attendu un petit peu plus tard dans l'après-midi. Autre élément qu'on a eu cette semaine, il y a eu beaucoup de statistiques, quelques-unes qui ont montré quand même quelques indicateurs américains, ce qu'on appelle les indicateurs soft, c'est-à-dire des indicateurs d'activité anticipée, qui anticipent en fait l'activité dans certains États américains, dans certains secteurs. Et globalement, ces datas, qu'elles soient manufacturières ou services, étaient quand même un petit peu en dessous du consensus. Donc, il n'y a pas eu 50 indicateurs, mais il y en a eu 2 ou 3 qui ont, comme le PMI Chicago par exemple, ou d'autres indicateurs manufacturiers de certaines Fed régionales, qui sont tombés pour toutes les attentes. Alors est-ce que c'est des signaux anticipés que l'activité économique américaine va un petit peu ralentir dans les mois à venir? C'est pas quelque chose d'impossible. On rappelle que même si on ne s'en rend pas compte, vu le niveau des marchés, vu la trajectoire économique américaine pour l'instant, mais on a quand même une économie qui a tenu extrêmement bien jusqu'à présent, malgré une politique restrictive. On peut dire oui, mais la politique n'est pas si restrictive que ça quand on voit les chiffres effectivement d'inflation, d'activité, le PIB, on va en parler dans quelques instants du PIB, on a des chiffres qui ont été, le chiffre final qui a été publié aujourd'hui pour les États-Unis, on se dit qu'effectivement l'activité est quand même très résiliente, c'est le cas, ça ne veut pas dire que pour autant en face les vents contraires monétaires ne soufflent pas. Quand vous avez des taux de la Fed, fourchette de taux toujours entre 5,25 et 5,50, c'est des taux très élevés. Et donc, oui, l'économie tient bien parce qu'il ne faut pas non plus ignorer l'impulsion budgétaire qui est intervenue
depuis le Covid, en fait, et toute la période de post-Covid. Il n'y a pas eu juste l'impulsion pour gérer la partie Covid, il y a toute la partie qui a suivi ensuite, hein, le plan IRA, le plan infrastructure, enfin, tous ces éléments-là qui ont été vraiment de l'injection massive de subventions, de capitaux, d'aides, de soutien, vous voyez, dans tous les sens. Ça donne une inertie à l'économie qui est extrêmement puissante, mais ça ne veut pas dire que pour autant, la politique en face, la politique monétaire n'est pas restrictive. Et à un moment donné, c'est ça qu'on devrait observer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, les effets, l'impulse budgétaire va un petit peu diminuer, et on va commencer à voir apparaître l'aspect restrictif plus important de la Fed, et c'est là que l'économie pourrait ralentir. Et c'est aussi pour ça que la Fed, probablement, se prépare à baisser les taux à un moment donné, pour ne pas attendre que l'économie non plus chute complètement. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout à ce stade-là pour l'instant. À ce stade, c'est plutôt la résilience de l'économie qu'on souligne. La preuve en est, hein, c'est aujourd'hui, on a eu les derniers chiffres. Les chiffres finaux du PIB américain pour le 4e trimestre, ils sont meilleurs que les estimations précédentes. 3,2 sur la deuxième estimation du PIB, là on a eu 3,4% pour le chiffre final, donc c'est meilleur. Et en plus, sur la partie inflation PCE, alors pas celle qui sera publiée demain, c'est l'inflation pour le mois de février qu'on aura d'inflation PCE, mais si on regarde l'inflation PCE du 4e trimestre, donc on a aussi les chiffres là il y a quelques instants, eh bien c'est 2% d'inflation PCE, alors qu'on était à 2,1 sur l'estimation précédente, ce qui montre une forme de chiffre final meilleur, hein, que l'estimation précédente. Et donc, pour l'instant, ça montre une inflation qui effectivement a ralenti avec une économie américaine qui est très résiliente. Voilà. Mais pour autant, ça c'est les chiffres du 4e trimestre. On a quand même vu qu'en janvier et en février, sur la partie inflation CPI par exemple, ou sur les prix à la production, inflation cœur également CPI, on a vu quand même une forme de résilience, hein, de l'inflation. Donc demain, ce sera un vrai gros test pour la Fed, l'inflation PCE, la mesure principale surveillée, la mesure principale d'inflation surveillée par la Réserve fédérale. Voilà ce qu'on peut donner cette semaine. Et puis également une petite déclaration du côté du Japon. Hein. On a parlé la semaine dernière donc des ajustements de politique monétaire de la Banque du Japon, un peu historiques, pas par leur amplitude, c'est des mouvements très modestes hein, qu'a réalisé la Banque du Japon. Le changement de taux, c'est à peine 0,1% de redressement de taux, ce qui amène les taux à zéro alors qu'ils étaient légèrement négatifs, mais c'est quand même pas très restrictif, même pas restrictif du tout hein, comme politique monétaire. Et la Banque du Japon nous dit quoi? Plusieurs interventions ont eu lieu cette semaine, intervention orale, hein, ministre des Finances, des membres de la Banque du Japon, les régulateurs qui sont réunis pour indiquer qu'ils surveillaient très étroitement les mouvements sur le marché des changes. Et notamment, parce qu'ils redoutent, hein, c'est que le yen continue sa glissade en fait, hein, et que un yen qui poursuit sa glissade, si ça va trop vite, les mouvements deviennent un peu incontrôlables et sont indésirables. Donc la Banque du Japon fait comprendre, les autorités japonaises nous font comprendre qu'il y a quand même une surveillance hein, de la glissade du yen par rapport au dollar notamment, et donc ce qui peut vouloir dire qu'à un moment donné, s'il faut intervenir directement dans le marché d'échange, ce que peut faire la Banque du Japon, autant la Fed ne le fait pas, la BCE ne l'a pas fait, autant la Banque du Japon, comme la Banque centrale suisse, quand elles ont eu besoin de le faire, elles sont intervenues directement au spot hein, dans le marché d'échange pour vendre le dollar. Et donc favoriser un petit peu la résistance et la résilience du yen par rapport à ça. Donc à surveiller quand même, c'est des petites choses qui ne sont pas majeures à ce stade, mais qu'il faut quand même surveiller du côté du Japon. Quelques stats également du côté États-Unis, j'ai oublié de vous en parler quelques instants, c'est la confiance des consommateurs. On a une donnée cette semaine sur la confiance des consommateurs qui était plutôt un peu moins bonne que le mois précédent. Donc là aussi, vous voyez, c'est une donnée supplémentaire qu'on appelle soft. Hein, il y a des indices d'activité un peu moins bons, des confiances de consommateurs un peu moins bonnes. Donc voilà, ça présage peut-être hein, de quelques mois à venir qui seront peut-être un peu moins dynamiques d'un point de vue de la croissance. Donc ça c'est un aspect un peu négatif, mais l'aspect aussi positif potentiellement, hein, c'est que si effectivement l'activité commence à ralentir, eh bien normalement l'inflation ralentira aussi potentiellement, et donc la Fed pourra baisser ses taux. Ça, c'est un scénario un peu parfait, hein, si vous voulez. Ce qu'il ne faudrait pas par contre, et c'est ça le scénario auquel il faut surtout éviter d'avoir affaire, c'est que l'activité économique ralentisse, par exemple, pas de manière dramatique, mais ralentisse, mais que l'inflation mette un peu plus de temps à suivre ce même chemin, et qu'il y ait une forme de plateau dans la zone des 3% d'inflation, ce qui est un peu le cas actuellement, et que ce plateau persiste. Et là, ça voudrait dire que ralentissement économique qui commencera à se voir, mais pas d'urgence de la Fed à baisser ses taux. Et ça, par contre, ce serait un scénario, je veux dire,
un peu du pire pour le marché, parce que c'est un peu l'effet ciseau, hein. Pas de baisse de taux, mais l'économie qui ralentit, et pas de baisse de taux parce que l'inflation persiste. Donc voilà, ça, attention quand même, à ce stade, c'est pas ce que le marché anticipe, ça c'est très clair, à 12 ou 13 de volatilité, c'est pas le scénario anticipé, mais c'est pas un scénario à écarter complètement, et plusieurs indicateurs américains cette semaine ont plutôt été en dessous des attentes qu'au-dessus. Donc ça, c'est quand même à surveiller, notamment ce qu'on appelle les indicateurs anticipés, donc, qui sont des enquêtes qui sont censées nous indiquer l'activité future, donc dans les mois à venir, aux États-Unis. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce podcast. On va juste terminer avec le programme pour la semaine prochaine. Donc un long week-end qui va commencer. Dimanche, on aura quand même des chiffres sur la Chine, PMI manufacturier et PMI service. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on aura un autre PMI manufacturier. Vous savez qu'il y a deux mesures de l'activité manufacturière aux États-Unis. Le PMI communiqué par le Bureau chinois des statistiques, et puis un autre PMI communiqué par S&P Kexin, qui est donc une enquête privée. Voilà, et les deux sont publiés souvent à quelques jours d'intervalle. Donc là, on aura les deux entre dimanche et lundi. Donc ce sera surveillé toujours par rapport à cette zone des 50. Au-dessus de 50, expansion de l'activité. En dessous de 50, contraction. Donc ça, c'est données importantes pour la Chine, pour les matières premières, et aussi pour la partie européenne. Il est évident que si on commence à des statistiques bien meilleures pour la Chine sur l'activité manufacturière, sachant que les dernières ne sont pas mauvaises, ça pourrait améliorer encore plus le sentiment par rapport à tout ce qui est matières premières, dynamique industrielle, et ça pourrait rejaillir positivement sur l'Allemagne, malgré ce que l'on a vu cette semaine, on en a parlé, des chiffres de prévision de croissance très largement révisés à la baisse. Vous voyez, et donc ça pourrait faire que le DAX monte encore. Par contre, si vous avez des chiffres manufacturiers en revanche beaucoup moins bons, qui repasseraient sous 50 par exemple en Chine, là avec l'envolée qu'il y a eu sur les indices européens, dont le DAX, qui est assez sensible à ce qui se passe en Chine, là par contre vous auriez effectivement des prises de gains qui s'opéreraient très probablement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est quand même un sujet qu'il va falloir surveiller ce week-end avant l'ouverture des marchés la semaine prochaine. Lundi, on aura l'ISM, donc indicateur ISM manufacturier aux États-Unis, donc indicateur d'activité manufacturière. Mardi, des chiffres d'inflation en Allemagne, on va surveiller ça. On aura également plein de données sur l'emploi qui vont commencer à revenir et qui seront clôturées vendredi par le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Ce seront aux États-Unis les chiffres JOLTS. JOLTS, c'est le niveau d'emploi vacant aux États-Unis. Plus le chiffre JOLTS diminue, plus ça signifie que le marché d'emploi se détend, qu'il y a de moins en moins d'emplois vacants, donc le marché se détend et que donc la pression sur les salaires, la pression haussière sur les salaires diminue. Donc ça, c'est aussi bon pour accompagner l'atterrissage de l'inflation. Des chiffres JOLTS, en revanche, qui rebondissent, signifient un marché d'emploi potentiellement toujours robuste, voire un peu tendu, et qui soutient donc une capacité pour les salariés à bien négocier leur salaire, et donc qui maintient une pression à la hausse sur les salaires. Et ça, en revanche, c'est assez défavorable à ce que recherche la Fed dans le cadre de la lutte contre l'inflation. On aura également toujours mardi, 3 interventions, 3 speakers, donc 3 déclarations des membres de la Fed, donc nous surveillerons comme d'habitude. Mercredi, on aura là aussi de nouvelles données sur l'emploi américain avec le chiffre ADP, c'est une des mesures de l'emploi aux États-Unis. On aura avant cela dans la matinée l'inflation, zone euro, importante par rapport à la BCE et aux baisses de taux anticipées. Réunion de l'OPEP également au milieu de semaine prochaine pour le pétrole. Donc ISM Service, là aussi grosse donnée la semaine prochaine pour la Fed. Quelle dynamique d'activité dans les services, sur les salaires notamment, sur l'emploi. Donc ce sera mercredi que nous aurons ça. Et puis un petit discours de Powell mercredi soir à 18h et quelques, fin de journée en tout cas, petit discours de Powell. Jeudi, le compte-rendu de la réunion de la Banque Centrale Européenne, donc c'est les minutes de la BCE. Inscription hebdomadaire au chômage aussi, ça je n'ai pas parlé dans le podcast, mais on a eu encore cette semaine des chiffres tout à fait robustes sur l'emploi américain, des inscriptions au chômage qui ne décollent pas. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose pour les États-Unis, mais ça veut aussi dire que l'emploi reste robuste, donc aussi que la Fed n'a pas forcément, encore une fois, de raison de se précipiter pour baisser les taux. Ça, c'est un gros argument d'ailleurs de la Fed. Elle explique qu'en gros, le jour où on commencera à avoir une dégradation du marché de l'emploi, ce sera le top départ pour les baisses de taux. Jusqu'à présent, les stats sur l'emploi sont toutes plutôt robustes. Donc, c'est tant mieux pour l'activité, pour la consommation ou autre. En revanche, c'est plus les chiffres sont bons, ou plus ils sont robustes et résilients, plus ça éloigne les perspectives de baisse de taux. Donc ça, c'est un élément quand même à surveiller, sachant que les marchés, eux, anticipent des baisses de taux. Donc ils saluent la dynamique économique américaine, mais ils anticipent aussi des baisses de taux. C'est ça le double effet qui se coule, j'ai envie de dire, pour les marchés. C'est le meilleur des deux mondes, l'économie qui se porte bien et des baisses de taux anticipées. Mais si l'économie reste résiliente, que le marché d'emploi reste résilient, moins de baisses de taux à venir, et est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas devenir un frein pour le marché? C'est un petit risque quand le marché price peut-être trop de baisses de taux encore. Et on finira la semaine prochaine, donc vendredi prochain, avec le fameux rapport sur l'emploi. Là aussi, une donnée primordiale pour la Fed. On aura des mesures de création d'emplois, taux de chômage et
évolution des salaires. Excellent week-end à tous, excellent week-end prolongé, et je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour un nouveau podcast. Au revoir.